Bon, alors tout semble marcher très très bien cette fois. Et je suis très content d'introduire notre prochain orateur, qui est Philippe Butgen, professeur de philosophie de religion à l'Université de Paris 1, qui, parmi ses nombreuses publications et la collection Luther et la philosophie, études d'histoire, publiée en 2011, et très récemment, sa traduction de quelque chose de Lessing Adam Neuser, précédé par un essai Confession et migration, Lessing et l'islam des Lumières. Bon. Et aujourd'hui, il parlera des confessions, les confessions. Merci beaucoup de votre introduction. Merci beaucoup à Alain de son invitation qui m'honore. Pour Alain, aujourd'hui, je voudrais présenter l'esquisse d'une étude sur Foucault qui doit s'intégrer dans un livre à venir sur les confessions de foi, la croyance confessée, en philosophie et dans les religions, les credos. Premier point. Alain s'est plusieurs fois demandé pourquoi Michel Foucault s'est si peu intéressé au Moyen-Âge. On pourrait être plus dur, il y a un Moyen-Âge de Foucault, mais il est trivial. C'est un Moyen-Âge de musée, la nef des fous dans l'histoire de la folie, et c'est un Moyen-Âge de manuel. Un Moyen-Âge de manuel, c'est le Moyen-Âge de Fliché-Martin et de Michaux-Quentin, un Moyen-Âge non pas de philosophes mais d'historiens, précisons tout de suite, d'historiens de l'Église, au sens le plus traditionnel. Son repère est unique, novembre 1215, 4e concile de Latran, institution de la confession annuelle obligatoire. Alors il faut préciser d'où vient la déception. Le repère de Latran se présente comme crucial pour Foucault. Il lance véritablement le programme de l'histoire de la sexualité. Au cœur de la volonté de savoir, en 1976, dans la 3e partie, Scientia Sexualis, nous trouvons 2 pages virtuoses devenues célèbres sur l'aveu comme forme de pouvoir savoir. J'en extrais ceci. Depuis le Moyen-Âge au moins, les sociétés occidentales ont placé l'aveu parmi les rituels majeurs dont on attend la production de vérité. Réglementation du sacrement de pénitence par le Concile de Latran en 1215, développement des techniques de confession qui s'en est suivi, recul dans la justice criminelle des procédures accusatoires, disparition des épreuves de culpabilité, développement des méthodes d'interrogation et d'enquête. Tout cela a contribué, dit Foucault, à donner à l'aveu un rôle central dans l'ordre des pouvoirs civils et religieux. Latran IV semble donc être un repère et une matrice. À la confession de pénitence que le Concile a réglementée, se sont greffés l'Inquisition, la réforme des procédures de justice et aujourd'hui encore, tous les aveux, je cite, dans les rapports familiaux, dans les relations amoureuses, dans l'ordre le plus quotidien et dans les rites les plus solennels, nous avouons partout et toujours. C'est donc, semble-t-il encore, depuis Latran que vaut la conclusion de Foucault. Comme la tendresse la plus désarmée, les plus sanglants des pouvoirs ont besoin de confession, l'homme en Occident est devenu une bête d'aveu. Je parle de la matrice de Latran. Une matrice est ce dont sort ce qui doit croître. Plus tôt dans la volonté de savoir, dans un passage qui préparait le morceau de bravoure de la 3e partie, Foucault avait précisé comment s'était effectuée la croissance discursive, disait-il, de l'aveu. Le cours de Louvain de 81, Mal faire dire vrai, dira en écho croissance massive de l'aveu depuis le Moyen-Âge. On lisait ceci en 1976. Le Moyen-Âge avait organisé autour du thème de la chair et de la pratique de la pénitence un discours assez fortement unitaire. Au cours des siècles récents, cette relative unité a été décomposée, dispersée, démultipliée en une explosion de discursivité distinctes qui ont pris forme dans la démographie, la biologie, la médecine, la psychiatrie, la psychologie, la morale, la pédagogie, la critique politique. Premier soupçon ici. Foucault ne dit pas en quoi a consisté l'unité, pourtant apparemment si productive, de ce discours médiéval
sur la pénitence et la chair. Il est vrai qu'elle paraîtra chimérique, cette unité, à tout bon historien du Moyen-Âge. En fait, Foucault ne dit rien, ou presque, de ce discours médiéval et rien, en vérité, de la 34. Le cours de Louvain déjà mentionné, Mal faire dire vrai, fonction de l'aveu en justice, a quelques pages rapides sur, je cite, la juridification de la pénitence entre le XIe et le XIIIe siècle, la superposition, je cite encore, entre la forme sacramentaire et la forme judiciaire de la pénitence, Lanfranc de Tours, Raymond de Peñafort, le tout repris de Michaud-Quentin sur les sommes pénitentielles. À la suite, c'est surtout une ellipse du Moyen-Âge qui se fait, au sens d'un raccourci du récit. Foucault aurait voulu, dit-il, exposer la place importante prise par l'aveu dans les institutions judiciaires du Moyen-Âge, et notamment, dit-il encore, la contamination par la pratique pénitentielle, mais il ne le fait pas, et il accélère pour en arriver à la pénalité moderne et contemporaine. Il y arrive, ou plutôt il y revient, après surveiller et punir, et le Moyen-Âge, bien sûr, s'est perdu en chemin. Gardons ce conditionnel de Foucault, j'aurais voulu. Tout est là, en fait. Le Moyen-Âge aurait pu jouer un rôle majeur dans le projet de l'histoire de la sexualité et dans les enquêtes parallèles lancées dans les cours au Collège de France à la charnière des années 70 et 80. Il aurait peut-être même dû. Car une chose est frappante. La question de l'aveu a résisté à tous les remaniements du projet de l'histoire de la sexualité, à commencer, bien sûr, par celui exposé dans l'introduction à l'usage des plaisirs en 1984, qui annonçait la réorientation de toute l'entreprise autour de l'herméneutique de soi et des jeux de vérité. L'aveu, nous l'avons vu, est le point de départ du tome 1, La volonté de savoir, en 1976, à travers la thèse principale du livre, selon laquelle le sexe, loin d'être objet de censure comme le professent les théologies de la libération sexuelle, a toujours été quelque chose à dire, comme dit Foucault, ce qui, par excellence, devait être avoué. À l'autre extrémité de l'entreprise, le tome 4 de l'histoire de la sexualité, sur l'expérience de la chair chez les premiers auteurs chrétiens, est, comme on sait, paru au début 2018 sous le titre « Les aveux de la chair », titre donné par Foucault, et qui dit tout. Parallèlement, le grand cours de 1979-80 du gouvernement des vivants, paru en 2012, est un cours sur l'aveu comme insertion du sujet dans les manifestations de vérité, définition de l'aveu qui introduit directement, et pour la première fois chez Foucault, à l'étude des auteurs chrétiens. Une bonne part des aveux de la chair, dont le manuscrit a dû être assemblé en 81-82, est du reste reprise de ce cours, le gouvernement des vivants, comme c'est le cas aussi pour le cours de Louvain, Mal faire dire vrai. Dans tous ces textes, la confession médiévale continue de tenir une place minimale. Seule sa position semble avoir varié. De point de départ, largement symbolique, on l'a vu dans La volonté de savoir, la confession médiévale est devenue point d'arrivée, toujours sous le signe de la juridicisation de la pénitence, à laquelle Foucault semble avoir réduit tout ce qu'il avait à dire du Moyen-Âge. Il avait de fait assez peu de chances de se tromper sur ce point, mais peu de chances aussi d'intéresser les médiévistes, tant il rappelait une évidence ou un poncif, le Moyen-Âge comme ère du code et ère du droit. De nouveau, le Moyen-Âge fait figure ici de pur symbole, ou, comme nous l'avons vu de la 34, de purs repères dans le temps, sans substance. Là encore, c'est toute l'entreprise de l'histoire de la sexualité qui confirme le désintérêt de Foucault. Les notes accumulées pour un autre manuscrit finalement abandonné, La chair et le corps, auquel Arianna Sforzini et moi avons commencé à travailler dans le fonds Foucault de la BNF, ces notes montrent que Foucault, immédiatement sans doute à la suite de La volonté de savoir, en 76-77, s'était attelé à un premier dossier historique concernant la confession et la pénitence. Ce dossier n'était pas encore antique, comme dans les aveux de la chair, mais il n'était décidément pas médiéval. Foucault, en effet, avait voulu travailler sur les nouvelles pratiques de pénitence à l'époque de la Réforme et de la Contre-Réforme. Autant dire que le propos était non seulement non médiéval, mais d'une certaine façon aussi anti-médiéval. De ce point de vue, l'attention attirée par Foucault sur le repère de la 34 pourrait presque passer pour un leurre, voire une mauvaise manière.
Alors sur ce point, on pourrait penser qu'un lecteur de la Réforme, comme je le suis, aurait toutes les raisons d'être satisfait. Pensez donc, Foucault ne s'est pas intéressé au Moyen-Âge, pas même au sexe au Moyen-Âge, et il semble avoir trouvé que la subjectivité des médiévaux était quelque chose de moins intéressant que celle des premiers chrétiens et des protestants, pour ne rien dire, une fois de plus, de leur vie sexuelle. D'une certaine façon, le chapitre d'Alain, Sexe et loisirs dans Pensée au Moyen-Âge, était une réponse à Foucault, avant même que ne soient accessibles tous ces textes sur le sujet. La déception que je viens de faire entendre n'était de fait pas vraiment la mienne, puisque je ne suis pas médiéviste. Pourtant, je voudrais faire entendre une autre critique qui lui fait d'une certaine manière, on va le voir, écho. Les textes du dernier Foucault que nous venons de parcourir ont mis la question de la confession à l'agenda philosophique. Le plus souvent, la chose est présentée en répétant purement et simplement les grands programmes historiques et théoriques de Foucault dans ces années 80-84, histoire des véridictions, technologie de subjectivité. C'est ainsi que beaucoup ont acquis l'intuition qu'il y avait quelque chose à regarder du côté de la confession et de l'histoire de la confession comme histoire du dire vrai du sujet sur lui-même. Sans aucun doute, j'ai d'abord été de cela. Pourtant, lorsque j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la confession comme confession du vrai, ce sont d'autres questions qui ont émergé, d'autres questions dont Foucault, pour son compte, avait quasiment théorisé l'absence. Nous verrons aussi, cependant, qu'il en avait théorisé la nécessité. Pour dire les choses brutalement, le concept et l'histoire de ce qu'on appelle confession sont hémiplégiques chez Foucault. Foucault s'est concentré sur la confession des péchés et a négligé la confession de foi, le credo, avec son aspect complémentaire de confession de louange. Pour le dire en langue originale, les lectures des auteurs chrétiens chez Foucault abondent de détails sur l'évolution de l'exhomologis, mais elles sont muettes sur l'homologia, partout présente pourtant dans le Nouveau Testament. Pensez par exemple à la Kaliomologia, la belle confession de foi de Jésus à Pilate, selon la deuxième à Timothée. Pour donner une idée du problème, c'est un peu comme si nous lisions les confessions d'Augustin simplement comme l'épanchement d'une âme pécheresse qui demande pardon. Ce serait encore intéressant sans doute parce que c'est Augustin, mais nous y perdrions aussi. Ne croyons pas cependant que Foucault soit resté aveugle à la difficulté. Je disais à l'instant qu'il avait théorisé l'absence ou les éclipses de la confession de foi dans son propos. À vrai dire, il l'a fait de plusieurs manières. La première façon de justifier l'accentuation de l'aveu des péchés au détriment de la confession de foi est tout à fait typique de Foucault. On la trouve notamment dans les cours. Dans Du gouvernement des vivants, Foucault explique que le christianisme a été, je cite, perpétuellement traversé par une extraordinaire tension entre deux régimes de vérité, le régime de la foi et celui de l'aveu. Il ajoute que la notion de confession, le sens du mot confession dans l'Église latine, est précisément à la fourche, en quelque sorte, de ces deux régimes. La caractérisation des deux régimes en question fait bien voir les raisons du choix de Foucault. Les actes de vérité, comme il les appelle, en forme de croyance, d'actes de foi, de profession de foi, appellent selon lui seulement, je cite encore, un type d'analyse en termes d'idéologie. Idéologie, le terme oni chez Foucault, rabat presque automatiquement l'intérêt vers l'autre régime de vérité, celui qui, dans le christianisme, je cite, s'organise non pas tellement autour de l'acte de vérité comme acte de foi, mais autour de l'acte de vérité comme acte d'aveu. Dans le cours de 81, Mal faire dire vrai, c'est la même fourche qui s'ouvre, cette fois entre deux herméneutiques, ainsi que Foucault les appelle, herméneutique du texte et herméneutique du soi, qui activent, je cite encore, deux modes d'obligation de vérité, respectivement une vérité en forme d'acte de foi et, je cite, une obligation de vérité qui prend la forme d'une nécessaire exploration de soi-même. Foucault résume, vérité du texte, vérité de soi. Foucault voit ici de nouveau la tension fondamentale du christianisme, sans exclure cette fois l'existence d'un lien fondamental, comme il dit, au milieu de cette tension fondamentale, autour de deux sens de la révélation,
révélation du texte dont dérive le dogme confessé, révélation de moi-même à moi-même dans la confession de mes péchés. Alors il y aurait beaucoup à dire sur ce genre de grande typologie régulièrement dressée par Foucault, et souvent, si l'on y regarde, à des moments d'embarras pour lui. Leur clarté procure une certaine sensation de confort, l'impression de dominer d'un regard des siècles d'histoire, ici l'histoire du christianisme, mais ce confort fait oublier qu'on postule justement l'existence de cela même qu'on croit voir en grand, justement le christianisme. Dans d'autres cours comme Sécurité, territoire, population, en 77-78, Foucault est le premier à dire que le christianisme, ça n'existe pas, peut-être simplement l'Église. Or, ce débat même sur le christianisme et l'unité de ce concept, ce débat est tout de même assez inintéressant philosophiquement comme historiographiquement, dans le choix un peu engourdi qu'il impose entre la synthèse spécifiquement spéculative et l'analyse supposément érudite. Le procédé de Foucault trouve donc ici sa limite, même s'il a permis de forger quelques formules suggestives, comme celle qui, dans le gouvernement des vivants, concerne le christianisme comme, je cite, « religion de la confession ». Cette religion de la confession, c'est néanmoins avant tout le nom d'une difficulté, la position du problème dont j'essaye aujourd'hui de repartir. Il est vrai que, selon Foucault, la tension entre confession des péchés et confession de foi a connu plusieurs résolutions dans l'histoire du christianisme. Ces résolutions livrent un objet d'étude plus concret et, pour Foucault, une autre manière d'explorer l'unité de la confession. Ici, nous avons deux repères, Tertullien et le protestantisme. Les analyses centrales du gouvernement des vivants et des aveux de la chair font apparaître un déplacement parallèle dans les conceptions patristiques du baptême et de la pénitence, depuis un pôle, disons, doctrinal chez Clément d'Alexandrie et dans le Pasteur d'Hermas, conception du baptême comme enseignement et de la métanoïa comme mouvement de l'âme et reconnaissance d'une vérité, jusqu'à un pôle expérientiel, par quoi, chez Tertullien, le baptême devient épreuve et la pénitentia exercice. À l'autre bout de la chronologie, Foucault décrit le protestantisme comme, je cite, « une certaine manière de reprendre l'acte de foi en tant qu'adhésion à un contenu dogmatique dans la forme d'une subjectivité qui permet à l'individu de découvrir en lui-même, au fond de lui-même, selon la loi et le contenu de sa conscience, ce contenu même. » Après la dédoctrinalisation du baptême, serait donc venu le temps d'une resubjectivation de la confession de foi. Manière de faire entrer toute la confession dans l'histoire de la subjectivité. Il y aurait davantage à dire, bien sûr, de l'intérêt de Foucault dans ces années pour la Réforme, premier mouvement critique comme art de n'être pas gouverné, selon la formule de la conférence à la Société française de philosophie en 1978, qu'est-ce que la critique ? Ce qu'il faut noter avant cela, aujourd'hui, c'est cependant, de nouveau, l'évanescence du Moyen-Âge, prise en tenaille dans un dispositif patristico-protestant, pour ainsi dire, qui semble contenir tout ce que l'histoire de la sexualité a eu à dire sur le sexe chrétien et le sujet chrétien. Le cours Mal faire, dire vrai a esquissé un prolongement possible des remarques de Foucault pour l'histoire de la philosophie. Après avoir caractérisé le protestantisme comme double affranchissement de l'herméneutique du texte et de l'herméneutique du soi en dehors de leurs cadres magistériels et pénitentiels, Foucault suggère que ce sont, je cite, « toutes les relations entre la philosophie et la religion, rien que ça, toutes ces relations, donc, qui pourraient être revues à la lumière des rapports entre, je cite, « vérité révélée ou vérité du texte, et puis vérité de la raison ». Ce serait alors la première histoire de la philosophie écrite du point de vue de l'aveu. La suggestion n'est pas tout à fait incongrue si l'on repense à cette propriété de l'aveu d'être, pour Foucault, manifestation de vérité à liturgie en première personne. L'exemple donné à la suite est donc, assez naturellement, Descartes. Si l'on s'aventurait à radicaliser le propos, en considérant les deux confessions, Confessio Peccatorum et Confessio Fidei, on pourrait de fait ajouter Rousseau et le dispositif construit entre les confessions et la profession de foi du vicaire savoyard,
ainsi que Hegel, et la polarité entre l'aveu d'impuissance de l'esprit dans la préface de la phénoménologie, son Kyrie, bekennend, dass im Argen liegt und darauf schmähend, et sa proclamation de lui-même dans le savoir absolu. Hegel, j'y ai insisté ailleurs, parle bien en effet à cet endroit d'un Bekennen de l'esprit, confession ou profession, relève finale des Bekenntnisse, les aveux de la belle âme. De nouveau pourtant, cette forme de typologie ne peut nous satisfaire. Le repère cartésien identifié ici semble de nouveau assez conventionnel, comme celui de Latran. Au vu de l'usage qu'en fait Foucault, je serais pour le coup enclin à m'associer aux protestations médiévistes assez habituelles contre un certain sécessionnisme de l'histoire de la philosophie moderne. Mais il y a pour cela une raison supplémentaire. La mention de Descartes soutient ici un glissement mal contrôlé par Foucault de l'articulation entre confession des péchés et confession de foi à la confrontation beaucoup plus générale, trop générale, entre autorité de la raison et autorité du texte. Outre ce que cette confrontation charrie avec elle de poncifs implicites sur la scolastique comme discipline des autorités, je vois là surtout l'indice d'une difficulté réelle de Foucault avec ce qu'il appelle, nous l'avons vu, le régime de la foi dans l'histoire de la subjectivité. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que Foucault a eu tort d'oblitérer le sujet croyant ou religieux, ou que cette supposée oblitération des actes et des contenus de foi aurait entravé sa compréhension des auteurs chrétiens. Ce n'est pas le point. Le déséquilibre permanent entre confession des péchés et confession de foi chez Foucault, malgré toutes ces tentatives de résolution chez Foucault lui-même, ce déséquilibre me paraît traduire un problème plus spécifique quant au rapport entre histoire de la subjectivité et histoire des véridictions. C'est ce problème qui reste à formuler. Ce sera mon troisième point. D'un point de vue interne à la pensée de Foucault, il est possible au moins de décrire la difficulté. Nous savons qu'après les travaux sur l'aveu et l'herméneutique de soi, les deux derniers cours au Collège de France, entre 82 et 84, ont porté sur la paressia, dire vrai et franc-parler, dans lequel on sait aussi que Foucault a placé le dernier mot de sa politique de la vérité, comme il l'appelait. C'était bien sûr, pour lui, poursuivre l'enquête sur la véridiction, le dire vrai, à une autre période, la Grèce classique et hellénistique, mais aussi avec une inflexion. Cette inflexion, il faudrait parvenir à la situer précisément. On l'oublie souvent, mais dans la chronologie réelle des travaux de Foucault, le retour au grec est pour l'essentiel postérieur aux lectures patristiques et chrétiennes. Je veux dire par là que c'est cette contiguïté-là, les Grecs juste après les pères, qui doit donner à réfléchir, davantage que l'idée générale d'un retour au grec ou d'un tournant éthique chez Foucault. Est-ce qu'il s'agissait en l'occurrence d'un revirement? C'est plus complexe. Foucault est passé sans rupture de l'aveu des péchés dans le christianisme au risque de la vérité dans la Grèce ancienne. Tout se passe comme si un certain nombre de propriétés de l'homologia chrétienne, la confession publique, le témoignage, le risque du martyre, comme si donc ces propriétés avaient finalement été étudiées à partir de la paressia classique et reportées sur elle. Le fait est que dans l'émouvante dernière leçon de Foucault dans le cours Le courage de la vérité, fin mars 84, sur la paressia dans les textes judéo-hellénistiques et proto-chrétiens, il est question du martyr comme parésiaste par excellence, à propos d'un texte de Chrysostome dans le traité de la Providence. Foucault note bien ici la continuité de signification depuis la Grèce classique. Dans cette continuité, cependant, et avant même Chrysostome, dans le Nouveau Testament, les croisements entre paressia et homologia sont permanents, dans les Actes des Apôtres, par exemple, les deux procès de Paul devant le Sanhédrin et à Césarée, mais aussi dans les récits de Jean, par exemple la guérison de l'aveugle, au chapitre 9 et 12. Pour Foucault, pourtant, il n'était plus temps de parler de confession de foi. En fait, il n'en avait jamais été temps, en dépit de la promotion de la confession à l'agenda d'une histoire des subjectivations. À quoi cela a-t-il tenu? Qu'est-ce que Foucault, au fond,
a manqué dans les confessions de foi chrétiennes, ou qu'est-ce qu'il a détourné d'elles, alors même que nombre de leurs propriétés se trouvaient déjà dans les déclarations de Parétia et que Foucault les y avait repérées. Bien plus que sur l'absence de contenus doctrinaux, dont certains lui font le reproche, je crois qu'on peut attirer l'attention sur l'absence chez Foucault des formules, entendons par là du caractère formulaire des confessions de foi, qui fait pourtant leur différence la plus visible. Pour le coup, on serait presque tenté d'affirmer que c'est bien une caractéristique des langues religieuses que Foucault a manqué ou évité. Il ne s'agit pas de se prononcer sur ce que cet évitement lui a fait manquer ou pas du christianisme, la question n'est pas là, encore une fois, mais je crois que c'est bien cet évitement de la formule qui se trouve à l'origine du traitement tronqué de la confession et du dire vrai chez Foucault. Mais c'est là que les choses deviennent paradoxales. Ces rituels de parole dont je viens de parler, les formules, avaient en effet tout pour intéresser l'ethnologie du dire vrai, selon le nouvel intitulé que Foucault, au début du cours Mal faire dire vrai en 81, avait voulu donner à sa recherche de philosophie critique et d'histoire politique des véridictions. Qu'est-ce qu'une ethnologie sans rituel, c'est-à-dire sans répétition et sans formule? Plus que sur une contradiction de Foucault ici, je voudrais, pour terminer, insister sur toutes les perspectives laissées finalement ouvertes dans Foucault même et dans son ethnologie du dire vrai, pour une étude complète de ce qu'on pourrait maintenant appeler le phénomène confessant. Le plus frappant se trouve en effet dans les ressources laissées dans les derniers cours de Foucault pour penser la spécificité de l'affirmation des croyances comme affirmation, ou, pour employer ici le vocabulaire approprié dans la théorie des actes de parole, comme assertion. À l'endroit même où il construisait le schéma que nous avons vu de tension entre le régime de la foi et le régime de l'aveu, la fameuse fourche dans la confession, le cours sur le gouvernement des vivants introduisait la notion d'acte de vérité comme pendant des régimes de vérité. Ces régimes mentionnés devaient désormais s'étudier sur leurs actes et non plus, comme depuis au plus tard l'archéologie du savoir, sur leurs énoncés. Conscient sans doute de ce que cet énoncé requérait de précision, Foucault, quelques pages plus loin, revenait sur, je cite, le projet d'analyser les régimes de vérité en général. Ce texte est devenu classique pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur la force du vrai chez Foucault, pour reprendre le titre du livre récent de Daniele Lorenzini. Foucault, dans le texte que vous avez ici, répond à l'objection selon laquelle il n'est pas nécessaire de raisonner en termes de régime de vérité, c'est-à-dire de régime d'obligation de vérité, car, dit cet argument, la vérité se suffit à elle-même pour faire sa propre loi. Je vais insister ici sur la raison que Foucault donne pour soutenir qu'au contraire, je cite, « il n'est pas vrai que la vérité ne contraigne que par le vrai ». Lisons. Sous tous les raisonnements, aussi rigoureusement bâtis qu'on les imagine, sous même le fait de reconnaître quelque chose comme une évidence, il y a toujours, et il faut toujours supposer une certaine affirmation, une affirmation qui n'est pas de l'ordre logique de la constatation et de la déduction, autrement dit une affirmation qui n'est pas exactement de l'ordre du vrai et du faux, qui est plutôt une sorte d'engagement, de profession. Il y a toujours, sous tout raisonnement, cette affirmation ou profession qui consiste à dire « si c'est vrai, je m'inclinerai, c'est vrai, donc je m'incline, c'est vrai, donc je suis lié ». Il faut s'arrêter à ce texte pour finir. Savoir ce que Foucault connaissait précisément de la théorie des actes de parole, et plus généralement de la philosophie analytique, au moment de son travail sur l'archéologie du savoir, est une question qui a été instruite ici même, sur la chaire d'Alain, ainsi que par Martin Rueff en 2015, à partir des archives du Fonds Foucault. On ignore, pour le moment, si et comment Foucault a pu réactualiser ses connaissances sur le sujet après l'archéologie du savoir, dans la suite des années 70. À titre d'indice, le cours de 82-83, le gouvernement de soi et des autres, contient un passage intéressant sur la parétia et le performatif. Déjà dans ces années, le performatif apparaît comme un pont aux ânes, comme dit Foucault, et toute la finesse de Foucault ici est de démarquer rigoureusement l'énoncé de parétia des énoncés performatifs,
au point d'inventer la notion, étrange d'ailleurs du point de vue austinien, d'un contraire du performatif. Il est difficile de déterminer si c'est cette discussion-là qui s'esquisse déjà dans le texte que nous avons ici du gouvernement des vivants en 79-80. Dans tous les cas, ce que désigne cette partie de l'argument sur l'affirmation qui n'est pas de l'ordre logique de la constatation et de la déduction, ce qui est désigné ici, c'est clairement la force illocutionnaire de l'assertion, à savoir le fait que l'énoncé constatif, dans la version finale et élargie de la Speech Act Theory, peut lui aussi être envisagé comme un acte, du point de vue de la force sui generis que constitue son assertion, Behauptung chez Frege, statement chez Austin, irréductible à son contenu propositionnel. Nous atteignons maintenant l'essentiel. Chez Foucault, cette affirmation, disons le statement foucaldien, porte le nom de profession. Profession d'un engagement. Profession de foi? Le texte ne dit pas exactement cela, mais il est significatif que dans ces pages du gouvernement des vivants sur l'affirmation, il soit insisté désormais sur le parallélisme entre acte de croyance, profession de foi, aveu, confession, juste après que Foucault, pourtant, les a répartis en deux régimes distincts. Au passage, les médiévistes pourront noter que le concept qui introduit ces développements dans Foucault, l'acte, ce concept est d'abord déterminé non pas dans l'anglais de la Ordinary Language Philosophy comme speech act, mais en latin, car Foucault l'appelle actus veritatis. Foucault réfère cette expression actus veritatis à ceux qu'il appelle les théologiens du Moyen-Âge, qu'il employait fréquemment, dit-il, à propos du sacrement de pénitence. Distinction entre actus contritionis, actus satisfactionis, actus veritatis. Les dossiers préparatoires au cours attestent en particulier une lecture attentive de Cajetan, dont rend compte l'éditeur du gouvernement des vivants, Michel Sedlar. Je ne sais pas s'il faudra voir ici, dans cet actus veritatis, la vengeance des médiévaux, après avoir été écrasés dans les périodisations de l'histoire foucaldienne de la subjectivité. Il est significatif, par ailleurs, que ce soit de nouveau dans la pénitence et la confession des péchés que Foucault soit allé chercher, sinon le principe, du moins les dénominations de sa distinction des actes de vérité. Mais une chose est claire, il ne s'agit ici plus que de provenance. Les actes de vérité, ainsi que Foucault les appelle, s'étendent au-delà de l'aveu des péchés et ils viennent aussi bien désigner la confession ou profession de foi. Ce sera ma conclusion. Les derniers cours de Foucault contiennent les éléments d'une pragmatique, Foucault, à tort ou à raison, préférait parler de dramatique du discours, d'une pragmatique ou dramatique ouverte à l'élucidation du phénomène entier de la confession. Que Foucault ait fait le choix d'appliquer ces éléments avant tout à l'aveu des péchés relève principalement de facteurs négatifs. Parmi eux, une méfiance envers l'explicitation doctrinale, que Foucault, dans ces années, assimile toujours au biais d'une critique de l'idéologie. On le voit bien dans le cours Sécurité, Territoire, Population et précisément sur les doctrines religieuses. Peut-être aussi, parmi ces facteurs négatifs, un certain catholicisme culturel, celui des sources secondaires ou celui de Foucault lui-même, qui a dirigé la confession vers le confessionnal plutôt que vers la proclamation, vers la chair du pécheur plutôt que vers la chair du prédicateur. L'essentiel, toutefois, n'est pas là. Si l'unité et les questions qu'elle soulève ne se retrouvent pas toujours thématiquement dans les objets de Foucault, elles peuvent, au moins en partie, s'élucider conceptuellement à l'aide des outils forgés dans les derniers cours. Symboliquement, du reste, l'avant-dernière annexe des aveux de la chair réunit, je cite, les deux sens traditionnels du mot confession dans la notion nouvelle d'un devoir de vérité comme croyance et comme aveu, qui semble reformuler éthiquement les remarques plus techniques des cours des mêmes années sur les régimes et les obligations de vérité. Aujourd'hui, alors que, pour le meilleur et pour le pire, la critique des idéologies religieuses ne paraît plus constituer le danger théorique principal, nous pouvons nous tourner plus sereinement vers les confessions de foi et voir un objet
et y voir un objet non pas simplement pour l'histoire doctrinale, mais pour une philosophie des croyances religieuses et sans doute aussi politiques. Les questions que la confession nous pose sont celles que nous avons posées à Foucault. Ainsi tout à l'heure des formules. Si nous connaissons en effet à comprendre ce que l'assertion, le statement ou la Behauptung, fait à la proposition, nous ne savons pas bien ce que la répétition rituelle de l'assertion fait à l'assertion elle-même, et si cet effet peut se formuler philosophiquement, je veux dire, en dehors des observations d'une psychologie sociale et religieuse. Pas plus que nous savons encore bien expliquer cette étrange propriété de nos croyances dans leur proclamation de s'affirmer comme des constats, sécheresse descriptive du credo ou de la shahada, dans laquelle le croyant donne l'impression de décrire sa croyance. Le point où Foucault s'est arrêté est donc le point où nous en sommes. Le travail peut continuer. Je vous remercie.